Comment vous êtes venu à la politique? Je suis descendante d'une famille, on peut dire, une famille des grands patriotes. Mon grand-père maternel, oui, était très connu au Vietnam. C'est le grand patriote Phan Chu Trinh. C'est mon grand-père maternel. Et puis depuis l'enfance déjà, on a parlé de l'indépendance nationale, de nous débarrasser du colonialisme, etc. Alors à 18 ans, alors que je me prépare pour le baccalauréat. Alors il y avait les événements dont vous savez certainement connu, c'est-à-dire l'arrivée des Japonais. Oui, alors. Et ensuite, oui. Alors là, vous savez, il y a les Français qui se rendaient devant les Japonais, alors il y a toute autre chose. Alors à ce moment-là, j'étais comme tous les jeunes de ma génération. À ce moment, tout le monde abandonne le lycée, oui, pour se mettre à la disposition de la révolution. Alors, justement, à 18 ans, j'ai participé à la révolution d'août 1945. Oui, voilà. Et comme ça, j'ai commencé ma carrière politique jusqu'à maintenant. Oui. Voilà, si on peut dire. Voilà. Vous étiez institutrice déjà à cette époque? Pardon? Vous étiez institutrice à cette époque? Vous étiez enseignante? Oui, j'étais à Mossemont au sud, oui, à Ségon. Oui. Alors, je participais au mouvement, d'abord des étudiants, ensuite des intellectuels, des femmes, pendant toute la première résistance. Oui. D'accord. Oui. Et ensuite, vous êtes né dans le sud, hein, c'est ça dans... Oui, j'habitais à Ségon. Oui. Oui, et mes activités, mes premières activités de résistance étaient à Ségon même. Pourquoi est-ce que vous avez été mise en prison par les Français? Ah bon, ben justement, parce que j'ai participé à beaucoup d'activités de résistance. Oui. Je ne sais pas combien de démonstrations. Hein. D'accord. Et donc il y avait participé à toutes les démonstrations qui ont été pendant ces périodes-là. Et c'est pour cette raison on m'a mis en prison, voilà. D'accord. Et j'étais sortie justement grâce aux accords à la conférence de Genève. De Genève. Oui, alors là, j'ai pu sortir de la prison. Oui, mais vous savez bien que les accords de Genève n'ont pas été respectés. Voilà, alors... Moi, alors j'étais là dans le mouvement, quand je sortais de prison, j'étais dans le mouvement pour demander l'application stricte des accords de Genève. Mais, naturellement, au lieu de nous écouter, il y a la répression contre toutes les résistances. Tout à fait, Voilà. Oui, d'accord. Et vous attendiez vraiment des élections après les accords de Genève? Oui, oui, à ce moment-là, nous croyons qu'il y aura des élections. Mais comme vous savez, les élections n'ont pas eu lieu. Oui. Et au lieu de ça, ce sont les Américains. Je dois participer, je continue ma résistance, mes activités de lutte dans la deuxième résistance. Oui. Contre les Américains, cette fois. Oui, bien sûr, la résistance contre les... Alors, à partir de 5 ans, on peut dire 5 à 4, c'est-à-dire qu'après les accords de Genève, alors j'ai continué mes activités dans le Front National de Libération du Sud-Vietnam. Voilà. Et en cette qualité, j'ai des activités internationales aussi très nombreuses. Oui. J'ai participé, je ne sais pas combien de conférences internationales essayant de mobiliser tout le peuple du monde à nous soutenir. Pour vous soutenir. Et là, vous étiez dans la clandestinité?
Ou bien vous étiez responsable officiellement ou vous étiez dans la clandestinité? Mais, vous savez que pour réaliser les activités internationales contre les agresseurs américains, alors je devais me résider au nord pour pouvoir sortir rapidement. D'accord. Parce que du sud, Bien sûr. vous savez, la zone libérée est très loin. Donc vous étiez au nord. Oui. Et puis pour aller dans de différents pays, c'est pas facile. Oui. Oui. Et c'est pour ça que nous avons un bureau du Front National qui s'occupe particulièrement des activités internationales qui résidait à Hannover. Et de là, oui, on pense beaucoup en Occident que la guerre du Vietnam, c'était le résultat de la guerre froide entre les Américains et le bloc soviétique. Est-ce que vous avez, vous, le sentiment d'avoir été utilisé dans la guerre froide? À mon sens, tout d'abord, les Américains voulaient transformer le Sud-Vietnam en une néocolonie américaine pour leur intérêt, intérêt politique, économique. C'est une première chose. Mais aussi, je pense qu'il y a cette but des Américains, c'est de voir arrêter l'influence du communisme vers le sud-est asiatique. Alors on peut dire qu'ils ont double intention. Bien sûr. Et de l'autre côté, il y avait aussi cette volonté de lutter contre les Américains. Le Vietnam était comme Cuba ou Berlin-Ouest. Est-ce que c'était un enjeu de la guerre froide, à votre avis? Non, parce qu'en ce moment-là, alors d'après les rapports de Genève, le pays a été divisé en deux. Oui. Au sud du 17e parallèle, c'est le Sud-Vietnam. Et le Nord-Vietnam, la République démocratique du Vietnam, à partir du nord du 17e parallèle. Alors en ce moment-là, suivant les clauses des accords de Paris, les troupes françaises devaient regrouper au Sud-Vietnam et tous les combattants vietnamiens au nord. Voilà. Donc, alors, d'une part, les Américains, quand ils sont venus au Vietnam, ils ont mettre, n'est-ce pas, les Français en dehors du Sud-Vietnam et ils occupent le Sud-Vietnam. Ils veulent transformer le Sud-Vietnam en un pays séparé par rapport au Nord-Vietnam. Non pas provisoirement, comme les clauses des accords de Genève, qui a préconisé, mais ils veulent transformer en un pays. Définitivement. Oui. Même De Gaulle, puisqu'il parlait de 4 pays, comme disait l'historien l'autre jour. Et puis, ils veulent faire deux choses. D'une part, transformer le Sud-Vietnam en colonie américaine, au lieu de colonie française. Deuxièmement, ils veulent arrêter le communisme de s'élargir dans le Sud. Vous savez que les Américains venaient au Sud pour soutenir l'administration de Saigon. Et puis avec l'armée américaine, vous savez que l'armée de nombreux pays alliés des Américains, oui. Mais de notre côté, nous tâchons de rechercher l'aide des pays socialistes et d'autres pays dans le monde. Oui. Oui. Mais
nous ne voulons pas des forces armées, de quel que soit, même les pays pour nous aider. Vous avez vu ça? Oui. Pourquoi? Parce que nous pensons que nous ne voulons pas élargir la guerre. Et nous ne voulons pas que la dernière solution serait compliquée. Alors nous voulons résoudre le problème, nous et les États-Unis. Les États-Unis venaient agresser le Vietnam, ils empiètent sur les intérêts de nos États-Unis. Alors c'est nous à nous défendre. C'est pour cela qu'aux accords de Paris, vous voyez, il n'y a pas de puissance. Non, c'est vrai. Mais après, un mois après les accords de Paris, nous avons eu une conférence internationale qui reconnaît, quoi. Alors, je pense que les choses sont plus intelligemment de notre côté. Parce que s'il y a d'autres pays, d'autres puissances qui s'intéressent, qui s'ingèrent, là, ce serait très compliqué. Et voilà, nous avons lutté très durement depuis 54, si on peut dire, jusqu'à 73, mais il faudrait dire jusqu'à 75. 75, oui, tout à fait. Voilà, réunification. Alors, vous me demandez le rôle des femmes. Le rôle des femmes, oui, parce que... Alors, je veux dire que pour résister contre un ennemi si fort comme les États-Unis, ils sont très riches, plein d'armements, ils ont tous, et nous, un pays qui vient de sortir, je ne sais pas si on n'est pas sorti même des 4 années de guerre, et auparavant, nous sommes dominés par le colonisme français. Alors, nous devons mobiliser tout le peuple. Ah oui. C'est pour ça que c'est une guerre du peuple que nous avons menée là. Et vous savez, dans le temps, il faut dire que le rôle des femmes, dans l'ancien temps, nous avons déjà une tradition. Vous vous rappelez que 40 ans après Jésus-Christ, nous avons une révolution et dirigée par des femmes. Ah oui? Alors, on peut dire que les premiers héros nationaux sont des femmes. Ah oui? Alors, il faut dire quand même, nous avons une tradition. Et tout le long de notre histoire, si vous suivez un peu notre histoire, nous sommes continuellement menacés par l'agression étrangère. Et ça, je crois que nous avons dû quand même nous défendre. C'est pour ça qu'il y a une tradition de longue date des femmes. Alors, à la résistance, la première résistance contre les colonistes français, déjà nous avons mobilisé tout le peuple. Mais nous avons, dans la deuxième résistance, je crois que la mission est plus générale. Plus généralisée. Et les femmes, oui, je pense que toutes les femmes, plus ou moins, participent à la lutte. Mais surtout, on dit qu'elles constituent la force principale de la lutte politique. Elles sont contre, elles défendent les villages, oui, contre le ratissage. Elles sont, oui, elles travaillent parmi l'armée fantoche, etc. Oui, alors, et en même temps, elle est l'arrière-front. Elles produisent, elles ravitaillent, elles soignent les malades. Alors, je crois que c'est une mobilisation générale dont les femmes jouent un rôle très important. Et vous savez que nous avons une femme, elle est une vice-commandante des forces armées du Sud. Oui. Alors, cela veut dire que les femmes jouent un rôle important. Elles sont tout à fait intégrées. Qu'est-ce qui a été le plus dur après la guerre, quand vous avez dû reconstruire le Vietnam, vous, en tant que femme politique, puisque vous étiez tout de suite ministre, qu'est-ce qui vous a été le plus difficile en 75, 76? C'est difficile
de séparer, Oui. vous savez, le front de lutte. Parce que même dans la lutte militaire, vous avez aussi, il faut combiner avec la lutte politique et même diplomatique. Alors nous, je crois que non seulement nous avons pu mobiliser tout le peuple, mais nous sommes servis de tous les moyens de lutte. Alors nous disons que nous devons ouvrir le front diplomatique pour combiner notre lutte avec la lutte militaire et politique dans le pays. Alors comme vous voyez, je pense que nous avons aussi un front diplomatique, dont le culminant, c'est la conférence de Paris. Oui. 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 Pour la reconstruction du Vietnam en tant que pays, vous, ministre, qu'est-ce que vous avez dû faire en premier après la guerre? Vous parlez de l'après-guerre? Oui, après la guerre. Juste après. Après 30 ans de guerre. Avec une guerre de 30 années, le pays est ravagé, détruit. Et à mon avis, non seulement il y a des destructions au point de vue matériel, mais je pense qu'il y a aussi des effets néfastes sur la société. Oui. Oui. Par exemple, la culture, l'éducation, pendant la résistance, on fait beaucoup d'efforts, mais quand même. Bien sûr. Oui. Alors, ouais, même au vu de l'éducation, de formation, on est en arrière par rapport à beaucoup de voisins. Oui. Est-ce que ça a été difficile de réconcilier le nord et le sud du Vietnam? Est-ce que c'était difficile entre les rapports entre les gens du nord et du sud? Et il faut dire que, vous savez, même en France, je connais que les gens du nord n'ont pas le même tempérament que les gens du sud. Alors chez nous, c'est la même chose. Oui. Le nord, le centre, le sud, le tempérament, il y a quelque chose de différent. Mais toujours, nous sommes une nation. Et politiquement aussi. Une nation. Et c'est pour cela que, vous savez, l'aspiration de nous réunifier en une nation est très forte. Très forte. Et je pense que pour nous, l'indépendance et la réunification, les deux choses sont... on ne peut pas séparer les choses. Oui. Alors, et naturellement, après 20 ans de séparation du nord au sud, nous avons des difficultés à... Oui, c'était ça ma question. Mais l'aspiration est très forte. Oui. Et nous pensons qu'il faut nous réunir vite, parce que peut-être que certaines puissances ne veulent pas que nous soyons réunis pour être plus forts. Oui. Alors, au point de politique, aussi, cela nous oblige de nous réunifier très vite. Et je pense que nous avons tout à fait raison. Si vous voyez la Corée ou bien le Chine maintenant, vous savez. Tout à fait. Alors, c'est pour ça que nous avons bien agi. Oui. Et ça a été facile. Ça a été... Mais naturellement, vous savez, au premier jour de l'après-guerre, nous rencontrons beaucoup de difficultés, de très grandes difficultés. Et personne ne pouvait nous aider. Et même les États-Unis qui avaient pensé une aide matérielle au Vietnam dans l'intention de faire pression sur nous. Bien sûr. Oui, alors une fois qu'il a été battu, il cherche tous les moyens de se défaire de ses engagements. Alors pour ça que nous avons beaucoup de difficultés. Et vous vous rappelez que nous sommes sujets à l'embargo américain pendant 20 ans après la guerre. Seulement en 1995 que l'embargo américain a été levé. Alors vous voyez, nous relever
dans ces conditions, vraiment, c'était une très grande difficulté. Bien sûr. Alors, nous avons le problème de ravitaillement, les gens, nous avons mais il faut dire que nous avons été aussi très courageux, et on s'est relevé très progressivement, mais très bien. Et alors, aujourd'hui, vous êtes membre du comité de parrainage du tribunal Russell pour la Palestine. Vous connaissez le tribunal Russell pour la Palestine? Oui. Est-ce que vous participez aux travaux ou est-ce que c'est une activité que vous suivez de loin mais sans vraiment participer? C'est franchement, nous sommes de cœur avec nos amis palestiniens. C'est pour ça que j'ai donné mon nom au comité de parrainage. Oui. Mais franchement, je n'ai pas les conditions pour me déplacer tant. Alors, de temps en temps, on m'envoie des documents et moi, quelquefois, j'envoie des mots de solidarité. Je comprends. Non, c'était une question parce que j'avais vu votre nom dans le comité de parrainage avec beaucoup d'autres, hein, effectivement, mais voilà. C'est sur la demande. Il y a quelque chose à dire? Oui. Il y a eu un tribunal Russell pour le Vietnam. À l'initiative de Jean-Paul Sartre. Pour la Palestine. Pour la Palestine. Membre du comité de parrainage. Mais nous sommes reconnaissants à tous les personnalités qui ont participé au tribunal de Bruxelles pour condamner la guerre, la question pareille. Vraiment. Kevin Coates et Jean-Paul Sartre. Grâce à eux, l'opinion mondiale est plus touchée. Oui. Ça a permis de diffuser plus largement la mobilisation, c'est vrai. Mais j'avais encore beaucoup de questions à vous poser. Nous sommes très touchés que Choisy-le-Roi, la mairie, la population de Choisy-le-Roi a pensé à organiser de façon solennelle le 40e anniversaire des accords de Paris. Et hier, on a été voir les endroits où la délégation de la à ces journées et voir le soir à Verrières-Buisson. Là, c'est des moments d'émotion pour nous. Et oui, alors une dernière question. Madeleine Riffaut, vous vous souvenez de Madeleine Riffaut? Oui. Dans son interview, je ne sais pas si vous la lirez, je pense, elle dit que vous alliez pêcher des coques sur la plage à Villers, dans sa maison. Voilà. Vous avez un souvenir de cette maison, de ces moments-là? Vous savez, oui, je crois que c'est pendant les conférences de Paris. Je crois. Oui. On était plusieurs fois chez Madeleine, en Normandie. En Normandie. Oui, en Normandie. Et il faut dire que pour nous, Madeleine, c'est quelque chose de très cher. Et Madeleine, je crois, une partie de sa vie est consacrée aussi au Vietnam. Bien sûr, oui. Une grande partie même, une grande partie. Oui. Vous l'avez revu, je crois, ces jours-ci? Vous l'avez revu ce week-end, il me semble. Hein? Oui, je l'ai vu il y a des jours. Oui, j'ai vu ça dans le programme. C'est ça. Oui. Ok. Et alors nous avons des amis très chers en France. Oui. Nous avons Raymond Dienne, nous avons Henri Martin, nous avons Charles Vonio et nous avons particulièrement Raymond Aubrac. Raymond Aubrac. On l'apprécie beaucoup. Ouais. Vraiment. On le regrette beaucoup.